Aujourd'hui, dans Parlons-en, on va parler de celles et ceux qui signent les reportages et les correspondances que vous voyez tous les jours sur France 24 ou sur d'autres chaînes ou dont vous lisez les récits dans la presse. Les journalistes. En début de semaine, on évoquait le rapport 2025 de Reporters sans frontières qui alertait sur le nombre de journalistes tués en 2025 dans le monde. Des journalistes tués ou empêchés d'exercer parce que leur travail dérange. Il dérange ce travail, mais il n'est pas vain parce que certains de leurs confrères se mobilisent pour finir les enquêtes que certains auraient voulu voir enterrées. Et c'est d'eux dont je vais parler avec mes invités jusqu'à 10h45. Ils sont à l'honneur du magazine Society. Qui sont les ennemis de la presse libre? C'est Parlons-en aujourd'hui avec Laurent Richard, Emmanuel Andréani, Guillaume Vénétité. Nous serons aussi tout à l'heure avec Léa Perruchon. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Laurent Richard. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, fondateur de Forbidden Stories, une association de journalistes qui reprend les enquêtes de confrères emprisonnés ou tués précisément à cause de leurs investigations. À vos côtés, Emmanuel Andréani, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes co-rédactrice en chef chez Society et nous sommes aussi avec Guillaume Vénétité. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation à Forbidden Stories et je crois qu'avant vous travailliez chez Society. Et puis nous serons tout à l'heure avec Léa Perruchon qui travaille aussi à Forbidden Stories. Vos deux rédactions, Society et Forbidden, signent donc un numéro hors série qui sort aujourd'hui, 100 pages. Merci de nous en réserver la primeur. 100 pages qui racontent 10 enquêtes interdites dont certains auraient préféré qu'elles ne voient jamais le jour, du ciblage des journalistes à Gaza par l'armée israélienne, en passant par des crimes environnementaux au Guatemala, aux gangs en Haïti, des centres de torture russes, jusqu'aux révélations du logiciel espion Pegasus. Society, c'est en kiosque aujourd'hui, 6,90 €, dont 1 € reversé à Forbidden Stories précisément. Vos deux médias, Laurent et Emmanuel, ont à peu près le même âge, une dizaine d'années, pas forcément le même public. Pourquoi cette envie de travailler ensemble ? Je crois que, en fait, nous, on est très admiratifs de ce que fait Forbidden Stories. Ils font un travail absolument indispensable, très novateur, très original, consistant donc à reprendre les enquêtes des journalistes qui ont été assassinés. C'est un travail important dans lequel il y a souvent des histoires très fortes qui sont racontées de par le monde. Et nous, ça nous intéressait de faire cette collaboration pour pouvoir créer un espèce de recueil en fait de ces histoires, un recueil papier. Nous, c'est vrai qu'on est un groupe papier, on fait pas du tout le même travail, mais de créer un recueil papier dans lesquels les gens puissent feuilleter ces 10 enquêtes très importantes qui ont été faites par leurs journalistes et tous les médias partenaires, de les recueillir au même endroit. Ce qui donne déjà un aperçu très fort de l'état de la presse aujourd'hui et des menaces surtout que subissent les journalistes aujourd'hui. Et aussi, en fait, nous, c'est vrai qu'on croit au papier ou à l'objet papier. On se disait que ça pouvait être formidable d'avoir ça sur un objet papier dans lequel qu'on puisse feuilleter, sur lequel on puisse revenir. Voilà, donc ça, c'est notre côté, on va dire, magazine. Je laisse Laurent parler de... Laurent ? Non, mais c'était essentiel de faire ce partenariat avec Society pour que, enfin, en cette fin d'année 2025 qui est particulièrement dramatique, noire, terrible pour la liberté de la presse, avec un grand nombre de journalistes tués à Gaza, un grand nombre de journalistes emprisonnés, avec des journalistes désignés comme les ennemis du peuple partout sur Terre, sur toutes les latitudes, que en un objet, on puisse avoir ce recueil d'histoires interdites et que les gens se rendent bien compte qu'il ne s'agit pas seulement de la sécurité des journalistes, il s'agit vraiment de la démocratie. Il ne s'agit pas seulement de qu'est-ce qui arrive à ce reporter, c'est vraiment ce qu'on est capable de raconter sur l'état du monde, sur les crimes environnementaux au Guatemala, sur documenter les crimes de guerre à Gaza. Et dans ce numéro-là, fidèle à notre mission consiste à poursuivre les enquêtes de reporters assassinés pour faire en sorte que les gens aient accès à l'information. Et surtout, notre mission, c'est d'amplifier les histoires que certains voulaient cacher. Et avec Society, voilà, on s'est associés, on s'est unis ensemble pour en cette fin d'année, rappeler à l'opinion publique à quel point c'est important de soutenir la presse, d'avoir bien conscience de l'importance du journalisme dans nos démocraties, qu'il n'y a pas de démocratie sans journalisme. Et ces 10 enquêtes-là incarnent absolument ce besoin d'accès à l'information et cette nécessité de comprendre à quel point le journalisme est important.
La publication de ce hors-série a été percutée par l'actualité avec la publication, je le disais en début de semaine, du rapport 2025 de Reporters sans frontières, qui fait état de 67 journalistes tués cette année en raison de leur métier ou dans l'exercice de leur métier, près de la moitié à Gaza, on y reviendra. Vous remontez à 2017, c'est l'année de création de Forbidden, 532 journalistes tués depuis 2017, et peut-être là-dessus, Guillaume Vénétité, il y a une constante, c'est l'impunité vis-à-vis de ces crimes. Oui, voilà, tout à fait. Quand on parle d'impunité, c'est-à-dire que les personnes qui ont commandité ou exécuté le meurtre du journaliste ne sont pas poursuivies en justice du tout. 84%. Et voilà, généralement c'est 84%. Il y a des années ça monte à même à 90%. Et ça c'est vraiment une constante qu'on retrouve vraiment sur tous les continents, à la fois en Asie, en Afrique, évidemment au Proche-Orient. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce travail. C'est aussi pour montrer en fait finalement nommer les gens qui tuent les journalistes, les tueurs de journalistes. On a fait aussi ce travail-là pour ça. Et voilà, et après, on voit que ça a un impact, parce que quand on nomme les tueurs de journalistes, après, il peut y avoir des suites judiciaires. Bien sûr, le travail de Forbidden, il est double, finir les enquêtes et identifier les responsables de la disparition de ces reporters. Emmanuel Andréani, vous consacrez plusieurs pages à identifier les tueurs de journalistes. Qui sont-ils aujourd'hui et où sont-ils ? Mais c'est vraiment une menace protéiforme. Hein. Donc il y a à la fois, on a parlé de Gaza, il y a clairement l'armée israélienne cette année qui a un bilan assez dévastateur. Il y a au Mexique, qui est un des pays, ou le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes, les cartels, le narcobanditisme. Le crime organisé. Il y a énormément il y a l'armée russe aussi, dans le cas de Victoria Rochina, qui est cette journaliste tuée. On va y revenir sur l'histoire. Voilà, il y a énormément de gens, de personnalités différentes, oui. Là-dessus, et c'est intéressant, Laurent, parce que il n'y a aucun pays quasiment qui est épargné par ces crimes et ces drames, y compris de grandes démocraties. Ouais, parce que ce qu'on observe globalement, c'est une dégradation aussi de l'image des journalistes, de la confiance que les gens ont dans les journalistes, et souvent on tape facilement en fait sur eux. Et on voit en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a globalement une même tendance observée partout, avec plus ou moins de violence, mais c'est beaucoup d'harcèlement en ligne, de désinformation, on va briser la réputation d'un journaliste, on va utiliser des trolls pour mener des campagnes terribles qui vont s'abattre sur une rédaction. On détaille aussi dans Society les différents outils. La boîte à outils des ennemis de la presse libre. La boîte à outils, ça va effectivement de l'utilisation de trolls pour décrédibiliser un journaliste, la cybersurveillance, utiliser un logiciel espion pour savoir qui est en train de parler à ce journaliste, quelle est sa source, pour mieux tuer l'histoire. Ça peut aussi aller jusqu'à l'embauche d'un tueur à gages pour éliminer physiquement, mais aussi le suivi et la filature précise d'un journaliste. Donc il y a une sorte de boîte à outils, et il y a effectivement une forme d'impunité qui est derrière. Donc en fait, dans ce numéro-là, on alterne à la fois les récits et ces enquêtes de ces 8 dernières années chez Forbidden Stories, où on a poursuivi le travail de reporters sur toutes les latitudes et sur tout type d'histoire, qu'il s'agisse de crimes environnementaux, de corruption, de blanchiment d'argent. Ce qu'on voit en gros aussi à travers ces 100 pages, c'est le type d'histoire pour lesquelles les journalistes sont assassinés. Et ces histoires-là, elles ont une chose en commun, c'est qu'elles sont extrêmement importantes pour notre futur, notre démocratie. Dans la typologie d'histoire, il y a les crimes environnementaux. Ça, on est tous à une époque du changement climatique, on veut tous sauver la planète, mais si on n'a pas des journalistes libres et vivants et en droit de faire leur travail pour nous informer sur la pollution de ce lac au Guatemala, sur ces mines d'or qui sont absolument illégales au Ghana et qui finissent, cet or qui finit ensuite dans nos téléphones, dans nos voitures, dans nos batteries, on voit à quel point les journalistes qui travaillent sur ces sujets environnementaux sont menacés, sont parfois tués, sont emprisonnés, sont harcelés. Donc c'est les crimes environnementaux, la corruption, c'est des sujets qui sont majeurs pour l'avenir de nos démocraties. Donc c'est très important pour nous de les raconter ici. Les atteintes les plus spectaculaires aux droits de la presse, ce sont ces assassinats, ces emprisonnements. On va y revenir, mais effectivement, sur 2 doubles pages, vous décrivez cette boîte à outils des ennemis de la presse et peut-être des choses que le grand public n'a pas conscience. Vous évoquez notamment, et ça a lieu ici en France, je pense à notre confrère Benoît Colomba de Radio France, des procédures bâillons. Là-dessus, peut-être Guillaume Vénétier,
entité, c'est-à-dire un journaliste qui va s'attaquer peut-être à plus gros que lui et qui se retrouve écrasé par des procédures judiciaires qui durent des années, qui coûtent des fortunes et qui, in fine, tente de réduire, de rendre une enquête quasi impossible en réalité. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est utilisé vraiment pour faire taire les journalistes. Donc si vous êtes une rédaction qui a peu de moyens, indépendante, si vous avez une plainte en diffamation, vous allez forcément au tribunal. La mise en examen est immédiate. Donc ensuite, vous devez vous défendre, ça coûte de l'argent, du temps. Et généralement, ensuite, c'est aussi un moyen de pression pour vous dire ne poursuivez pas cette enquête. Donc forcément, vous allez y repenser à 2 fois avant de refaire ce travail. Et en France, il y a aussi le cas de disclose. Vous avez cité Benoît Colomba, mais voilà, il y a des cas vraiment très réguliers. Qui est un média indépendant qui travaille beaucoup sur des questions de défense et de sécurité. Exactement. Emmanuel Andréani, la question que pose ce numéro de Society est celle-ci aussi. Est-ce que les ennemis de la presse libre, puisque c'est ainsi qu'on a intitulé cette émission, sont vraiment ceux qu'on croit ? On pense tout de suite à des narco-États, vous avez évoqué le Mexique, à des dictatures, à des pouvoirs autocratiques, mais dans nos démocraties aussi, vous évoquez l'exemple de ce journaliste américain qui est à l'origine des révélations de l'affaire Weinstein, dont on parle encore aujourd'hui et qui a eu des répercussions mondiales, qui a entraîné le mouvement MeToo, etc., qui avait été suivi physiquement aux États-Unis. On peut penser bien sûr à l'Amérique de Trump et son rapport aux journalistes. En fait, la menace, elle est partout. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une graduation, on va dire, dans les menaces, dans les attaques, dans le mépris. Donc ça va il y a toute une nuance, tout un panel de comment s'en prendre au journalisme. Je crois que le fond du sujet qui est très important, c'est que cet état-là de la presse, la façon dont elle est perçue, notamment par les institutions, par le pouvoir en place, à mon sens, c'est beaucoup dégradé depuis une dizaine d'années. Nous, on le voit aussi chez Society. On travaille parfois sur des sujets sensibles, mais parfois sur des sujets moins sensibles. Cela dit, on voit que ce soit dans nos rapports aux institutions, aux politiques, même au milieu culturel, cinéma, etc. et tout, une sorte d'inversement du rapport de force, où de plus en plus le concept de journalisme et celui de communication sont mélangés dans l'esprit des gens, où il y a une forme d'intolérance de plus en plus marquée à la critique, à la possibilité de ne pas reprendre la parole exacte souhaitée par l'institution, au fait de la mettre même en contexte ou de l'interroger. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on constate de façon de plus en plus voyante, en fait, et c'est visible, pardon. Et ça s'inscrit vraiment dans un contexte, oui, où on a l'impression que le journalisme, aujourd'hui, n'est plus considéré. Et là où c'est le plus inquiétant, c'est que ça vient notamment des institutions démocratiques aussi, c'est-à-dire de gens qui sont censés quand même avoir intégré le fait que la presse est un pilier de la démocratie, de par sa quête de transparence, de par ses enquêtes, de par son... Enfin, c'est quand même ce qu'on a appelé le 4e pouvoir. Enfin, c'est quand même important, quoi. C'est pas rien. Aujourd'hui, ces gens-là, ces institutions... et alors, on n'a pas parlé... Quand vous m'avez parlé des tueurs, il y avait aussi les entreprises. C'est vrai qu'on a parlé de la mine au Guatemala, mais il y a des... Alors, ils n'ont pas tué, mais il y a quand même des entreprises aussi qui font beaucoup pour faire taire les journalistes. De la part des entreprises, de la part des politiques, il y a quand même ce truc où on a oublié l'importance, où on méprise la presse de plus en plus. Et ça vient à la fois des institutions et à la fois, on va dire, des extrêmes. Je pense particulièrement à l'extrême droite, où il y a un mépris ouvert des journalistes. Il y a aussi ces tendances à les harceler en ligne, à les exposer, à les doxer, voilà. Donc il y a tout un contexte qui effectivement faisait que nous, ça nous a paru important de faire ce numéro, parce qu'on va dire que c'est l'extrême, un peu le fait de tuer, vraiment d'aller jusqu'au meurtre. Mais ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus banal. Ça se loge de ci, de là, dans des petites choses qui peuvent ne paraître pas importantes. En vous écoutant, je pensais, c'est pas pour ne parler que de Donald Trump, mais quand il se moque, par exemple, de l'accent de notre consoeur Sonia Dridi, correspondante de France 24 à Washington, on n'est pas sur une boutade. Ça dit beaucoup du rapport de Donald Trump à la presse. Oui, il est allé encore beaucoup plus fort. Hein. Il a dit à 2 reprises que les journalistes étaient les ennemis du peuple. Dire ça quand on est un élu du plus haut
haut niveau, quand on représente un État. Enfin, les journalistes qui ne pensent pas comme lui, parce que les autres. Ouais, les journalistes qui ne pensent pas comme lui. Enfin, il a quand même parlé des journalistes comme les ennemis du peuple. Donc, le dire, c'est créer une déflagration absolue, parce qu'ensuite, il y a tellement d'autocrates sur le marché qui vont reprendre et recycler et pouvoir dire ensuite, regardez, même aux États-Unis, le pays de la liberté, on fait ça aux journalistes, alors venez pas nous reprocher chez nous, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan ou ailleurs. Donc ça, c'est un signal très mauvais envoyé dans le reste du monde. C'est pour ça que tout ça s'inscrit. Il y a à la fois une dégradation de la perception du rôle du journalisme, il y a aussi, on est aussi dans une ère de la désinformation absolue, avec des industries de la désinformation qui sont extrêmement puissantes. Et donc, on nous demande souvent, mais comment on lutte efficacement contre la désinformation? C'est d'abord en soutenant et en comprenant à quel point le journalisme est important. Et dans ce numéro aussi de Society, je pense qu'on va en parler au cours de l'émission, on donne la parole à une personne qui s'appelle Ephraim Yalike et qui a œuvré quelques temps pour Wagner dans une officine de désinformation et qui a souhaité rendre public et révéler l'intérieur et le quotidien de cette officine et ce que ça signifie de désinformer. Donc on est dans cette époque-là et c'est aussi face à ces menaces qui prennent différentes formes dans ce contexte de désinformation que le modèle de Forbidden Stories, ce modèle de journalisme collaboratif où on arrive à unir des rédactions ensemble qui vont du coup avoir un peu plus de solidité, de force, de protection, parce que ça fait aucun sens de tuer un journaliste, il y en a 49 autres qui travaillent ensemble, qui vont avoir un peu plus de ressources parce que justement on va pouvoir enquêter à l'échelle globale sur des sujets qui nous concernent tous. La pollution du lac au Guatemala, elle nous concerne en France parce que ce nickel, qui est miné au Guatemala, il arrive et il est consommé ensuite en Europe. Et elle apporte de l'impact parce qu'en publiant à la même seconde, à la même heure, toutes ces histoires-là, on fait en sorte que le sujet devienne inévitable et on permet aux gens d'être très informés sur ces sujets-là. On sera en ligne dans un instant avec Léa Perruchon qui raconte l'histoire d'Ephraim Yalike en Centrafrique. Le point de départ de Forbidden Stories qui a été fondé en 2017, c'est l'assassinat à Malte en octobre 2017 donc de Daphne Caruana Galizia, journaliste maltaise très connue qui travaillait sur la corruption au plus haut sommet de l'État. L'idée derrière le travail de votre consortium, c'est donc de dissuader les tueurs de journalistes d'une certaine façon en rendant leur forfait inutile au-delà de la question morale. Et là, il y a un outil qui est raconté et décrit dans Society. C'est un réseau qui s'appelle Safebox Network. C'est un genre de coffre-fort numérique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment il fonctionne, Guillaume ? Oui, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que justement c'est un peu secret, et justement il ne faut pas que le grand public sache comment on traite les ennemis de la presse, sache comment on protège les informations des journalistes. Mais voilà, donc en gros, les journalistes partout dans le monde qui se sentent menacés peuvent nous envoyer à Forbidden Stories leurs informations, leurs interviews, leurs documents que nous on va protéger. Ensuite, s'il leur arrive quelque chose, on pourra reprendre ce travail. Et aussi parfois, ils mettent en sécurité ces informations-là et ils parviennent à les sortir dans leurs médias si rien ne leur arrive. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un dispositif vraiment de garantie que l'information sortira. Et aujourd'hui, il y a plus de 220 journalistes dans le monde entier qui sécurisent leurs informations via le Safebox de Forbidden Stories. Ce qui est un peu contre-intuitif quand on pense à un journaliste d'investigation. Oui, ce qui est c'est pas facile quand on est journaliste de partager son investigation en cours avec un autre. Pour y arriver, il faut qu'il y ait une confiance établie. Et cette confiance-là, on a pu l'établir après ces nombreuses investigations qu'on a menées, ces révélations qu'on a publiées. Comme le disait Guillaume, il y a plus de 200 journalistes qui l'utilisent tous les jours. On a des cas comme Alfredo Guachire au Paraguay qui était harcelé en ligne parce qu'il venait de révéler, par exemple, l'implication du fils de l'ancien président du pays dans un vaste trafic de drogue. Dès l'instant où il a fait savoir qu'il mettait à l'abri ces informations dans le coffre-fort de Forbidden Stories et que si jamais il lui arrivait quelque chose, Forbidden Stories et ses partenaires allaient reprendre et amplifier dans le monde entier ces investigations, le harcèlement en ligne a diminué. Et ça, il a témoigné devant les Nations Unies pour le dire. On a plein de témoignages comme ça qui expliquent à quel point ça agit sur
l'autre. Il y a des journalistes au Liban, par exemple, qui en fin d'interview disent à leur interlocuteur pour votre info, mon information a un backup est protégée avec Forbidden Stories, et s'il m'arrive la moindre chose, si jamais je suis censuré ou si jamais vous en prenez à moi, ce sera publié ailleurs. Et on a un autre exemple, par exemple, d'un journaliste à Medellín qui nous a demandé de lui envoyer des stickers pour mettre en gros sur sa voiture quand il traverse Medellín. Mes informations sont protégées par Forbidden Stories et Killing the Journalist won't kill the story. Donc c'est utile parce que en fait les journalistes sont tués pour l'information qu'ils s'apprêtent à publier ou qu'ils viennent de publier. Donc nous, notre job, il est d'assurer la survie de cette information quoi qu'il arrive. Et si on offre cette assurance vie pour l'information dans tous les cas, alors ça ne fait plus aucun sens de tuer un journaliste. Tuer le messager ne tuera pas le message. C'est votre mantra dans Society. On trouve aussi l'interview d'Agnès Calamar, la patronne d'Amnesty, qui a enquêté sur l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul, qui a empêché que ce meurtre tombe dans l'oubli, même si son commanditaire présumé, et c'est là qu'on en revient à la question de l'impunité, Emmanuel Andréani, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, a encore été qualifié il y a quelques semaines de très chic type par Donald Trump. Donc bien sûr que ces enquêtes comptent. J'imagine qu'il y a une frustration au bout d'un moment de voir qu'on travaille, mais que dans le cas de Daphne Caruana Galizia, des têtes sont tombées, mais le commanditaire est passé un peu entre les mailles du filet. Il y a eu une série d'arrestations de gens emprisonnés. Il y a eu aussi une démission du Premier ministre, des dizaines de milliers de personnes qui sont parties manifester dans la rue après nos révélations, et on a quand même réussi à identifier celui par qui des rétrocommissions devaient passer pour ensuite alimenter les comptes de personnes membres du gouvernement. Donc, et nos enquêtes ont quand même souvent eu de l'impact, notamment Léa en parlera tout à l'heure aussi, c'est après l'enquête sur Wagner, des opérationnels de Wagner ont été sanctionnés par l'Union européenne. Après l'enquête sur Victoria aussi, Rochina qui a été tué par les Russes en Ukraine, des officiels russes ont été aussi placés sous sanction par l'Union européenne. Donc le journalisme, ça sert à quelque chose et ça a aussi de l'impact. Emmanuel, c'est votre enquête sur Victoria Rochina, cette journaliste ukrainienne qui a été tuée en septembre 2024, quelque part dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Elle avait 27 ans. Vous qui avez supervisé ce numéro, Emmanuel Andréani, je crois que c'est la première des histoires que raconte le magazine. Pourquoi cette histoire-là vous tenez à cœur spécifiquement ? Mais c'est vraiment une histoire, comment dire, je ne sais pas quel mot utiliser, cruciale en termes pas seulement journalistiques, mais je dirais sans exagérer historique. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette enquête, qui a été commencée par Victoria et qui a été terminée par Forbidden Stories et par Guillaume, on peut documenter des crimes de guerre, en fait, qui se font en parfaite illégalité. Et aujourd'hui, cela peut sembler peut-être dérisoire, c'est-à-dire que, voilà, donc grâce à cette enquête, pour ceux qui l'ont pas encore découverte, sans spoiler l'intégralité de l'article, en fait, Victoria Rochina enquêtait dans les territoires, était ukrainienne, elle enquêtait dans les territoires occupés sur la détention illégale de civils ukrainiens dans un but principal de terroriser la population ukrainienne. Elle a fait ce qu'aucun journaliste ukrainien n'a fait parce qu'elle a risqué sa vie et personne n'allait dans ces territoires-là, quoi. Et donc elle a réussi à découvrir où était la prison qui était un espèce de, qu'on a appelé un peu facilement le Guantanamo russe, où des tortures étaient pratiquées, etc. Tout un tas de choses complètement illégales, contrevenant à toutes les lois liées à la guerre, etc. Toutes les conventions internationales se déroulaient. Elle s'est elle-même faite emprisonner dans cet endroit. Et elle est morte. Son corps a été récupéré par sa famille en 2025. Mais là où c'est historiquement très important, c'est-à-dire que grâce à cette enquête, il a été possible de récupérer des témoignages, la localisation de cette prison, de reconstituer les cellules, etc. Et aujourd'hui, ça peut sembler peut-être dérisoire parce qu'on s'est peut-être habitué au fait que l'armée russe traite de cette façon les journalistes, ou les journalistes, les civils ukrainiens. Mais en fait,
enquêtes, tout comme tout tas d'autres documentaires et travail de travail journalistique qui sont faits dans diverses médias, c'est quelque chose de très important historiquement, parce peut-être qu'un jour, des gens seront jugés pour avoir fait des choses comme ça, et ces documents-là seront très, très utiles. Comparaison n'est pas raison, Guillaume Vénétité, mais la situation aujourd'hui de ces territoires occupés ukrainiens qui font l'objet d'un marchandage territorial entre Américains et Russes, sans trop consulter les Ukrainiens, qu'on a l'impression de prendre comme un paquet comme ça. Il y a des gens qui y vivent, et on a fait une émission récemment sur la réalité de la russification à marche forcée pour les civils ukrainiens dans ces territoires. Vous avez fini l'enquête de Victoria Orochina. Elle a disparu des radars peu après son arrivée, en tout cas avoir rendu compte de son arrivée dans ces territoires ukrainiens. Comment est-ce qu'on reconstitue, vous avez reconstitué son parcours dans cet enfer carcéral russe? Oui, alors c'est un travail déjà qu'on a fait à 45 journalistes de 13 médias sur 6 mois. Donc on a... Du monde entier. Du monde entier, exactement. Et donc on a réussi en fait à obtenir beaucoup de témoignages, d'abord grâce à la famille de Victoria, notamment son père. Ils ont pu nous faire état de ses derniers SMS, donc on a pu savoir qu'en août 2023, elle était dans les territoires occupés et qu'elle avait envoyé quelques messages. Sa famille surveillait justement sa présence sur les réseaux sociaux. Puis après, on a retrouvé des témoins grâce à nos partenaires, grâce à tout le travail du consortium. On a retrouvé des témoins avec qui elle avait été en contact. Donc, des personnes qui étaient dans les territoires occupés, qui étaient les sources de Victoria, qui nous ont dit elle allait à Energodar, qui est l'endroit où il y a la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle projetait d'aller à Melitopol. On trouve une autre personne et on reconstitue comme ça son parcours. Et il y a évidemment des anciens détenus, des gens qui sont sortis de l'enfer des prisons russes, qui ont croisé Victoria justement et qui ont pu discuter parfois avec elle en cellule, des compagnons de cellule, et qui ont pu nous dire, voilà, elle nous a dit qu'elle était à tel endroit, elle a vécu tel type de torture, elle a des traces sur son corps, donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu reconstituer un peu son parcours petit à petit, et on a des nouvelles révélations qu'on sort dans le numéro de Society sur ces derniers jours, notamment puisqu'elle a été transférée dans une dernière prison, ces informations qu'on a pu récupérer ces dernières semaines seulement. Et vous révélez aussi les noms des membres de la hiérarchie carcérale russe responsables de son incarcération, de sa torture et de sa mort. Membres qui d'ailleurs font l'objet de poursuites et de sanctions de la part de la justice européenne. Voilà, tout à fait. C'était un travail pour nous essentiel d'identifier les personnes qui sont à la tête de ces prisons. Comme l'a dit Emmanuel, peut-être que ces gens un jour seront jugés, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est toujours important de dire qui sont les personnes qui font du mal aux civils et aux journalistes. Et donc nous on a pu identifier la hiérarchie de la prison de Taganrog, qui est la prison où Victoria a passé 9 mois entre décembre 2023 et septembre 2024. Où donc justement c'était un peu surnommé le Guantanamo russe. On a nommé plusieurs responsables et ils ont été sanctionnés par l'Union européenne en novembre, il y a quelques jours. Et là, dans la dernière enquête, dans la réactualisation de l'enquête qu'on a pu faire avec Society, donc on nomme pareil de nouveaux responsables de la dernière prison où elle a été et où elle est présumée décédée. Parce que ce que vous venez de dire est très important dans ces zones grises où les observateurs étrangers, on parlera de Gaza tout à l'heure, ne peuvent pas entrer. Bien sûr, les commanditaires de ce genre de crimes souhaiteraient qu'il n'y ait pas de traces, pas de documents. On l'a vécu aussi quand les prisons syriennes ont été ouvertes l'année dernière au moment de la chute d'Assad. Et il y a ceux qui doutent de l'importance de ce genre de quête. Ces documents, ces enquêtes que vous signez avec d'autres journalistes, ils seront peut-être demain effectivement des preuves à charge dans le cadre d'éventuels procès pour les responsables. Oui, nous, on fait notre métier qui consiste à publier ces histoires-là. Après, c'est... Sachant que vous n'êtes pas ni procureur. On n'est pas procureur. Après, c'est justement à des procureurs, à la Cour pénale internationale ou à des parties civiles de s'approprier ces enquêtes qu'on met sur le domaine public. Mais oui, ça sert aussi à ça, le journalisme. On est des témoins de ces choses, de ces faits, de ces crimes que certains ne voudraient pas nous voir raconter. Le reste, c'est vraiment de la communication. Donc c'est quand Emmanuel parlait tout à l'heure de la confusion entre l'information et la communication, on est exactement dans ce moment-là où on le voit justement à Gaza, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais c'est une zone où les journalistes étrangers n'ont pas accès et les journalistes qui sont dedans sont ciblés. Et on voit bien que la stratégie est d'organiser un blackout informationnel sur une zone comme ça. Et on voit aussi les campagnes de désinformation et les campagnes en ligne qui existent. Donc c'est extrêmement important
de produire du journalisme d'investigation parce que ça sert à ça, à raconter, à témoigner, et ensuite les autres les historiens, les procureurs peuvent s'emparer de ces faits-là qu'on a réussi à établir. Là-dessus, Emmanuel Andréani. Oui, c'est sûr que c'est un travail très très important. La possibilité de montrer des documents, d'avoir des preuves, etc. On l'a vu dans d'autres affaires, enfin dans d'autres histoires. Historiquement, c'est quelque chose d'important, quoi. C'est un travail crucial, et c'est grâce à des organisations comme Forbidden Stories qu'on est capable de le faire. La Russie, il en est aussi question dans votre enquête. Léa Perruchon, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à vous. Je vous entends. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? J'espère qu'on vous entend à l'antenne également. On ne vous voit pas. Peut-être va-t-on vous apercevoir dans quelques instants. Vous êtes, vous aussi, journaliste d'investigation. Voilà, on vous voit, les journalistes d'investigation à Forbidden Stories. Vous nous racontez l'histoire d'Efrem Yalike. On l'a évoqué tout à l'heure. Efrem Yalike, c'est un journaliste centrafricain grâce auquel on a pu mettre à jour l'ampleur de la désinformation que Moscou déploie en Afrique et en Centrafrique. En l'occurrence, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots son histoire? Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Donc, Efrem Yalike est un journaliste qui a collaboré un peu plus de 2 ans avec les mercenaires russes de Wagner en Centrafrique. Il s'avère que pendant toutes ces années, il a contribué à promouvoir la désinformation dans le pays, à la fois en faisant publier des articles pro-russes, à la fois en attaquant les puissances occidentales. Et en fait, il a à un moment donné subi de grosses pressions de la part de ses employeurs et décidé de quitter la machine. Sauf que quitter la machine en Centrafrique, c'est extrêmement compliqué. Il avait une menace de mort contre lui. Et donc, nous, on était à une période où on enquêtait aussi sur le sujet pour essayer de comprendre quelles étaient les menaces envers les journalistes sur place. Et c'est comme ça qu'on est entré en contact en octobre 2022. On s'est rencontrés à l'extérieur du pays. Et ce jour-là, il est arrivé avec un disque dur, tous ces échanges télégrammes à l'ordre russe, les articles qu'il avait publiés. Nous, on a commencé à enquêter un peu plus sur le sujet. On était 10 partenaires, pareil, de différents pays, à travailler sur cette enquête. C'était une enquête qui était très compliquée parce qu'il y avait le côté sécuritaire. Du jour au lendemain, Efrem et sa famille pouvaient être menacés, être arrêtés et emprisonnés. Donc, contrairement à d'autres enquêtes de Forbidden, là, on a eu aussi tout un pan sécuritaire à gérer, et donc on a dû aider Efrem à quitter avec l'aide de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique francophone, pour qu'ils puissent être en sécurité avant que nous publiions. Elle est intéressante, cette histoire. J'espère que la qualité du son nous permet d'entendre bien ce que vous dites, Léa Perruchon. Efrem Yalike, c'est une forme de repenti. En réalité, il a été lui-même le vecteur de désinformation avant de se rendre compte que c'était beaucoup trop violent et que c'était beaucoup trop important pour ne pas virer de bord. Il a risqué sa vie, vous le racontiez, pour raconter ça. Et c'est un récit qu'il fait aujourd'hui à la première personne. Oui, tout à fait. En fait, il a fait ce choix-là aussi parce que il a été le premier à voir les violations des droits humains perpétrées par les Russes sur le terrain. Il en a lui-même fait les frais parce qu'on lui a demandé en fait d'écrire sur une violation des droits humains en écrivant tout le contraire de ce qui s'était passé, en l'occurrence une attaque par les membres de Wagner de Peul. Et donc, c'est cet événement-là et cette désinformation qu'il a créée autour d'un réel crime, en tout cas présumé, c'est cette violation-là qui a fait qu'il a voulu se repentir, en fait. Et aussi notre rencontre qui a fait qu'il a vu une porte de sortie.
il a accepté de témoigner, il a choisi de témoigner à visage découvert et en son nom, parce que pour lui, c'était important. Il voulait montrer qu'il était à la fois acteur dans cette machine à une période et qu'aujourd'hui, il le regrettait. C'est encore le cas aujourd'hui. Là où je pense il est très heureux en fait de ce qui s'est passé par la suite, c'est que lui ne connaissait pas l'identité de ses donneurs d'ordre. Et nous, grâce, un peu comme ce dont vous parliez sur Victoria, nous, on a pu, grâce à tous nos partenaires, identifier, mettre un nom sur ces donneurs d'ordre. Et ces donneurs d'ordre, aujourd'hui, en tout cas depuis mai 2025, ils sont sanctionnés par l'Union européenne. Donc on est dans la même logique de... Ces gens-là sur le terrain ne savent pas forcément qui sont leurs donneurs d'ordre, qui sont les gens avec qui ils travaillent. Et nous, notre plus-value là-dessus, c'est à la fois de faire sortir son histoire dans d'immédiats partenaires et aussi d'identifier les gens derrière. Et de le faire sortir lui aussi de la zone de danger dans laquelle il était. Merci beaucoup Léa Perruchon. On s'interrogeait sur qui étaient les ennemis de la presse libre. La désinformation en est aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure Laurent, l'histoire d'Efrem Yaliké, donc à retrouver dans Forbidden Stories. Et puis bien sûr, évidemment, on l'évoquait tout à l'heure, ce mouroir qui est depuis 2 ans maintenant la bande de Gaza. Ça a été l'objet d'un grand projet de Forbidden de l'été dernier qui s'appelait Gaza Project. Et les chiffres de RSF que j'évoquais tout à l'heure est venu alimenter ce point. Près de la moitié des journalistes tués en 2025 l'ont été dans la bande de Gaza, qui est toujours, à l'heure où l'on se parle, fermée aux journalistes étrangers. C'est Nina Masson qui nous raconte ça en images. Elle est considérée comme la guerre la plus meurtrière de l'histoire récente pour les journalistes. Selon Reporters sans frontières, depuis le 7 octobre 2023, ils sont plus de 200 à avoir perdu la vie dans la bande de Gaza, dont au moins 65 dans l'exercice de leur métier. On continue évidemment d'appeler à leur protection et d'appeler aujourd'hui à l'ouverture, dans ce contexte de cessez-le-feu, à l'ouverture de Gaza sans tarder. Wissam Yassine couvre la guerre pour une chaîne américaine. Elle témoigne chaque jour de l'enfer qu'est devenu Gaza. Tous les jours, dans un regard discret, je fais mes adieux à mes enfants, sans qu'ils ne le sentent. Depuis le 7 octobre, nombreux sont les journalistes et les médias occidentaux à avoir signé des pétitions demandant aux autorités israéliennes de leur permettre d'accéder à la bande de Gaza. Aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir le faire, c'est d'être escorté par l'armée israélienne. Un exercice qu'ont effectué les envoyés spéciaux de France 24. Clarissa Ward de la chaîne CNN a été la seule journaliste occidentale à avoir pu s'infiltrer dans Gaza pour quelques heures par le biais d'un convoi humanitaire émirati. Pour la journaliste américaine, les mesures de sécurité n'expliquent pas tout. Si vous regardez les réactions des médias israéliens à notre reportage depuis Gaza, il est clair que pour certaines voix dans les médias israéliens, cela était une vraie prise en compte et que si nous avions des journalistes internationaux sur le terrain dans Gaza, cela créerait, selon les propres mots d'un analyste, un vrai casse-tête pour Israël. Depuis janvier 2024, les crimes commis contre les journalistes sont intégrés par la Cour pénale internationale dans l'enquête en cours sur les territoires palestiniens. Pour l'ONU, ces atteintes constituent même des crimes de guerre. Laurent, un territoire comme Gaza, fermé aux journalistes étrangers depuis plus de 2 ans, c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire récente du monde. Ouais, il y a plein de choses qui sont assez inédites avec ce conflit à Gaza. Le fait qu'il soit fermé, effectivement, aux journalistes... Encore aujourd'hui, 2 mois après le cessez-le-feu. Oui, absolument. Le nombre de victimes civiles, le nombre de victimes journalistes, l'impossibilité de raconter ce qui s'y passe, les campagnes de désinformation, le dénigrement absolu. Et derrière ça, la banalisation, la normalisation de l'assassinat des journalistes. Et... On vit dans une époque où finalement il y a de plus en plus d'autorités, d'institutions qui prennent plus le temps d'expliquer pourquoi un journaliste s'est retrouvé frappé par un drone alors qu'il était identifié presse. Et donc c'est ce qui est en jeu ici à Gaza et puis finalement pour les décennies qui arrivent avec cette normalisation progressive des atteintes contre la presse, de l'assassinat des journalistes et Gaza est une sorte de laboratoire d'expérimentation de ça, si je puis dire.
c'est vrai que c'est assez, c'est totalement sans précédent. Donc c'est extrêmement important et je pense qu'il y a énormément d'organisations qui signent des pétitions, qui se sont également pourvues devant la justice israélienne pour demander formellement un accès. Jusque-là, c'est un accès qui est absolument refusé. On peut comprendre pourquoi le gouvernement israélien refuse, parce qu'il ne veut pas qu'on montre exactement l'état de destruction absolue de cette terre et de ses habitants. Donc j'espère qu'on sans pourra parler de la aller très campagne vite. de dénigrement dont ont été l'objet les journalistes palestiniens qui ont été en première ligne depuis 2 ans, y compris ici en France, à remettre en cause leur statut de journaliste. Et il ne s'agit pas non plus de dire qu'ils ne font pas assez bien leur travail et que d'autres journalistes étrangers le feraient mieux. C'est que tout le monde doit travailler, doit pouvoir Bien sûr. travailler. Et puis, on peut aussi mentionner le cas de journalistes israéliens comme Yuval Abraham, qui a juste gagné un Oscar pour son documentaire, avait co-réalisé avec un réalisateur palestinien. Northern. Et on a accusé Yuval Abraham d'antisémitisme, alors même qu'il est israélien et qu'il a travaillé là-dessus. Donc, on est face à quelque chose absolument inédit. On a évoqué bien sûr ces 67 journalistes tués en 2025, dont près de la moitié à Gaza par l'armée israélienne en grande partie. On n'a pas évoqué le sort, et c'est un chiffre que rappelait RSF aussi en début de semaine, des journalistes emprisonnés, 503 journalistes emprisonnés dans le monde. Emmanuel Andréani en 2025, à Society, vous le savez bien, car l'un des reporters du groupe auquel appartient votre magazine, Christophe Glaise, vient d'être condamné en appel à 7 ans de prison en Algérie. Beaucoup d'inquiétudes sur son sort. Oui, je crois que ça a été vraiment un choc en interne d'apprendre sa condamnation en appel. Nous, ce qu'on tient quand même à rappeler, c'est que il a été condamné pour... il travaillait c'était un journaliste sportif qui travaillait sur beaucoup de sujets, pas seulement sportifs, mais on va dire sociaux liés au sport. Il est en train de travailler sur ce club de foot jeunesse sportive de Kabylie. Dans le cadre de cet article, il a eu des contacts avec le mouvement d'autodétermination de la Kabylie. Et il a été condamné simplement pour ça, c'est-à-dire pour avoir été en contact avec des sources, avoir fait une interview, ce qui est quand même ce qui est absurde dans le sens où... on a un journaliste qui a dit ça récemment de notre rédaction et il n'a pas tort. Ce serait comme condamner un journaliste français parce qu'il faisait un travail sur la Corse et qui aurait eu des contacts avec des indépendantistes ou des gens qui avaient été liés à l'indépendantisme, on va dire, armé. Donc voilà, interviewer quelqu'un ne vaut pas adhésion. C'est quand même une des bases du journalisme ou même de tout en général. Donc pour nous, évidemment, cette condamnation est tout simplement profondément injuste. On est très inquiets. On espère beaucoup que ça va se dénouer le plus rapidement possible. Le cas et on pense à lui et à ses proches aussi qui se mobilisent, ainsi que la rédaction de Society, mais aussi celle de l'équipe, pour obtenir sa libération. On pense à lui aussi, bien sûr, dans la rédaction de France 24. Guillaume Vénétité, ceux qui nous regardent depuis tout à l'heure se disent peut-être que ce sont des journalistes qui sont je suis en train de parler à mes confrères et qu'en fait tout ça ne nous concerne que nous. Mais le cas de Christophe Glaise, des 500 journalistes emprisonnés aujourd'hui, de tous ceux qui sont morts dans l'exercice de leur métier, on l'a évoqué rapidement, mais c'est important de le rappeler à nouveau. C'est pas une question de corporation, c'est une question d'intérêt public. Faut-il rappeler ici à quel moment le journalisme a fait l'histoire sans remonter au Watergate? On l'a vu encore ces derniers jours avec ces révélations sur ce petit garçon qui a subi des maltraitances dans le centre d'accueil où il était censé être en sécurité. En fait, c'est tous les jours que les journalistes apportent quelque chose d'intérêt public. Oui, voilà, tout à fait. Nous, on travaille sur des faits, c'est très important de le rappeler, et c'est les faits qui permettent ensuite de se constituer une opinion, de vivre en démocratie. Donc c'est un pilier de la démocratie, comme on l'a rappelé, et quelqu'un comme Christophe faisait juste son travail, en fait. On ne peut pas enfermer les gens juste parce qu'ils font leur travail de journaliste. C'est vraiment essentiel. Donc, vous avez cité le Watergate, mais voilà, on peut citer les récentes enquêtes de Mediapart, notamment sur l'affaire Kadhafi, sur l'affaire libyenne, qui ont abouti à des condamnations. Donc voilà, on voit tout de suite l'impact et les histoires qu'on raconte avec Society notamment. Alors, on raconte pas que les journalistes, on raconte l'histoire qu'il y a derrière. Quand on parle du Guatemala, on parle de la pollution du lac au Guatemala. Quand on parle de Victoria Ruchina, derrière, on parle des centres de détention illégaux de civils ukrainiens. Donc, ce sont des sujets, en fait, qui concernent aussi beaucoup de monde dans la région, à chaque fois sur laquelle on travaille.
Pour faire écho à ce dont vous parliez, Laurent, au début de l'émission, et sur l'exemple de la condamnation historique de Nicolas Sarkozy, condamnation auquel il a fait appel dans l'affaire des financements à nouveau présumé libyen de sa campagne électorale, de sa première campagne électorale. La petite musique qui a été mise en place par la défense de Nicolas Sarkozy et son entourage, c'est précisément que le problème, c'est le messager. C'est même pas une petite musique, là on est au niveau de l'orchestre symphonique, je pense, avec des chanteurs lyriques au premier plan. Quand on voit la file d'attente pour la dédicace d'un livre après une vingtaine de jours ou 3 semaines en prison, ça nous raconte quelque chose. Ce qui est inquiétant, là où moi j'ai un peu d'inquiétude, c'est quand on commence à s'attaquer au système judiciaire. Derrière ça, on s'attaque à l'état de droit, et en fait c'est ce même type de menace-là que l'on voit à travers les attaques contre la presse, le système judiciaire, et quand on commence à remettre en cause aussi des décisions de magistrats. En l'espèce, ils étaient, je crois, 3 magistrats. Et puis, évidemment, il fait appel, mais ça pose un vrai problème. Donc, il faut tous se remobiliser un tout petit peu et puis et savoir faire la distinction entre ce qui relève d'une grande campagne de communication et ce qui relève d'une information. Et donc, d'où l'importance d'acheter Society, de s'abonner à Mediapart, de lire Le Monde et de diversifier ses sources d'information et de regarder France 24. Richard, merci et de regarder beaucoup. France 24. France 24, Society numéro spécial donc de 100 pages qui sort aujourd'hui entre Forbidden Stories et le magazine. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus en parler ce matin en kiosque. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.